Donc, bonjour à tous, merci pour l'invitation. En fait, sur le land sharing, land sparing, je vais essayer de vous présenter 2 papiers. Le premier qui est coécrit avec Bruno Dorin, qui est économiste au CIRAD, et Denis Couvet, qui est écologue au Muséum d'histoire naturelle, qui avait pour objectif d'introduire une modélisation bioéconomique dans le modèle initial d'écologie du land sharing, land sparing, donc qui questionne déjà en partie ce modèle. Et le deuxième qui porte vraiment sur la controverse en tant que telle, qui est lui porté par Alison Loconto, qui est sociologue des sciences au LISIS à l'INRA. Donc, c'est plutôt elle qui connaît toutes les méthodes d'analyse de la controverse, etc., qu'on a utilisées dans ce papier. Voilà, sinon, en fait, je pense que je n'aurai pas vraiment le temps de vous en parler, mais si ça vous intéresse d'en discuter après ma présentation, donc vous avez peut-être vu qu'avec différents co-auteurs, on a fait un commentaire sur une méta-analyse parue dans Science en avril l'an dernier, qui, selon nous, minimisait de manière non étayée le déclin des insectes. On a un deuxième commentaire qui va paraître dans Nature, Ecology and Evolution sur une méta-analyse sortie en août qui, elle aussi, minimisait, selon nous, de façon non justifiée le déclin des insectes. Donc, c'est une autre thématique que je ne vais pas forcément avoir le temps de vous présenter, mais je peux vous en parler dans la discussion si ça vous intéresse. Donc, pour le land sharing versus land sparing. Donc, en gros, un peu l'idée de cette controverse, la problématique de cette controverse. On a 2 objectifs politiques partagés au niveau mondial qui sont de nourrir 9 à 10, je ne sais même plus à combien on est maintenant, milliards de personnes en 2050 et de préserver l'érosion de la biodiversité. Et dans une certaine mesure, ces 2 objectifs sont en conflit parce que l'agriculture est une cause majeure de perte de biodiversité. Et la voie à suivre pour atteindre ces 2 objectifs est au cœur d'une controverse publique sur l'utilisation productive des terres et la conservation de la biodiversité, dont je vais vous parler en fait en vous présentant d'abord le papier un peu de départ de la controverse et les deux articles qu'on a fait à ce sujet. Donc vraiment un papier qui a été très marquant, même si après j'expliquerai qu'il s'inscrit dans une continuité avec d'autres choses qui existaient avant, c'est que certainement beaucoup d'entre vous connaissent, c'est le papier de Green et co-auteur dans Science en 2005, qui s'appelait Farming and the Fate of Wild Nature. Et donc, eux montraient que dans un contexte où la demande alimentaire devrait plus que doubler, où l'agriculture constitue déjà la plus grande menace d'extinction pour les oiseaux, où ces effets néfastes semblent devoir s'accentuer, en cherchant à comparer ce qui est le mieux pour la biodiversité entre une approche d'agriculture intensive ou extensive, ils concluaient à partir d'un modèle très simple que je vais vous présenter, que c'est l'agriculture à haut rendement qui, selon eux, permet davantage de conserver la biodiversité. Ce qui a généré une controverse importante dont je vous parlerai. Donc l'idée de ce modèle, c'est que l'agriculture intensive utilise moins de terres que l'agriculture extensive pour produire la même quantité de nourriture. Et donc, l'objectif, c'est de comparer 2 modèles, deux façons de faire, 2 modèles d'agriculture pour voir ce qui est le mieux pour la biodiversité. Land sparing, donc sparing en anglais, ça veut dire économiser. Une agriculture intensive où sur les terres cultivées, on a moins de biodiversité, mais ce qui permet de conserver par ailleurs plus d'espaces naturels riches en biodiversité. Ou une politique de land sharing avec une agriculture plus extensive qui permet de conserver plus de biodiversité là où on cultive, mais en atteignant un rendement plus faible, si bien que pour produire la même quantité de nourriture, il restera moins de place pour des espaces naturels. Donc l'objectif du papier de Green et al. En 2005, c'est de comparer ces 2 modèles d'agriculture, et pour ça, ils utilisent un modèle en fait qui est simplissime et qui est assez fascinant parce que quelque part, aucune hypothèse ne tient vraiment la route. C'est ça qui est assez fascinant, mais en même temps, il a eu un impact hyper fort dans le résultat qu'il promeut. Donc, dans leur papier, ils comparent 2 systèmes, un qui est intensif, l'autre qui est extensif. Ils les comparent pour atteindre un objectif de production donné qui est exogène. Et alors, ils supposent qu'on a un nombre d'hectares total. On choisit de cultiver une partie des terres soit
de manière intensive, soit extensive. Le rendement, il est exogène, c'est YI si c'est intensif, YE si c'est extensif. Le reste, c'est non cultivé, il n'y a aucun rendement. Et du coup, tout va se jouer dans la relation entre biodiversité et rendement. Il modélise la biodiversité comme étant quelque chose qui est affecté négativement par le rendement. La biodiversité, elle, ne joue pas sur le rendement qu'on peut obtenir. On a un rendement donné dans un hectare de terre et ce rendement, plus il est élevé, moins on pourra avoir de biodiversité sur cette terre. Voilà, donc ça c'est juste une image, voilà, l'idée du land sparing, c'est voilà, c'est super intensif, mais à côté on peut conserver la forêt. L'idée du land sharing, on a un mode de production qui s'insère dans la nature, mais le rendement est plus faible. Et ce modèle d'écologie, pourquoi est-ce qu'il conclut en faveur du land sparing? C'est parce que du coup, tout revient à se demander quelle est la forme de cette relation entre biodiversité et rendement. Sur un hectare donné, tout va se jouer là-dessus. Et donc, l'idée de ce modèle, c'est que si cette relation est convexe comme ça veut dire que là, imaginons, là, le rendement, c'est 0, donc je n'ai pas de terre, je n'ai pas de culture sur cet hectare-là, donc j'ai une biodiversité qui est élevée. Il y a un rendement très fort où on pourrait imaginer qu'il n'y a plus du tout de biodiversité sur cet hectare. Et donc, tout dépend de la forme de cette relation entre biodiversité et rendement. Et en fait, l'idée est assez simple, c'est que si c'est convexe, ça veut dire que dès lors qu'on met un hectare en culture, donc que ce soit pour obtenir un petit ou un plus élevé rendement, on perd beaucoup de biodiversité. Et bien, l'idée, c'est que si cette relation a cette forme-là, il vaudra mieux du land sparing parce que ça permettra de diminuer le nombre d'hectares mis en culture, donc de diminuer cette forte perte de biodiversité qu'on a à la mise en culture d'un hectare. Et donc, ceux qui montrent dans leur papier à partir de données empiriques, qu'ils essaient un peu de rassembler, il n'y a pas vraiment d'analyse empirique, c'est que selon eux, cette forme-là de biodiversité est soutenue par des données empiriques, ce qui fait que le land sparing est mieux que le land sharing, alors que ce serait le contraire qui se passait si la relation avait une forme concave. Et ce papier a été soutenu par une analyse parue par le même groupe d'auteurs, plus d'autres co-auteurs en 2011 dans Science, où cette fois, ils ont vraiment fait une analyse empirique en comparant des densités d'arbres et d'oiseaux pour différentes intensités agricoles au Ghana et en Inde. Et ils montrent que la forme qui retrouve le plus, c'est celle-là qui est convexe entre la biodiversité et le rendement. Donc, ça soutient à nouveau le fait que le land sparing est mieux que le land sharing. Donc, il vaut mieux de l'agriculture intensive pour économiser des terres. Et en fait, ces résultats, il y a deux grandes contestations qui peuvent exister dessus, qui tiennent aux hypothèses de modélisation. La première, c'est que il compare l'agriculture intensive et extensive pour un objectif de production donné. Or, est-ce que c'est l'hypothèse la plus intéressante? Et ça, c'est vraiment le côté qu'on a analysé dans notre premier papier de modélisation bioéconomique. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que tout est déjà expliqué par Ben Fallan lui-même, qui est le premier auteur de l'étude empirique que je vous ai montré à la diapositive d'avant. Qui réagissait sur un commentaire online d'un article de The Economist en 2013 qui disait que la croissance pouvait être bien pour la biodiversité en citant leur papier. Et en fait, il s'insurgeait un peu contre les conclusions hâtives de The Economist et il expliquait « Attention, nous, on a comparé les deux types d'agriculture pour un même niveau global de production, mais l'augmentation des rendements ne conduit à une économie de terre que de manière limitée en raison d'un effet rebond, c'est-à-dire que lorsque l'agriculture devient plus rentable ou plus performante, les gens ont tendance à en faire plus. Donc, de ce point de vue, si on veut vraiment faire du land sparing, ce qu'ils expliquent, c'est qu'il faut vraiment mettre en place une politique pour produire sur moins de terres et pour vraiment économiser des terres sur la nature. Et aucun pays n'a encore mis en place de telles politiques. Et donc, lui, ce qu'il mettait en avant, c'était le fait qu'il faut, si on veut faire du land sparing, garantir que l'économie de terre se produise réellement
en planifiant, par exemple, l'utilisation des terres, en limitant la production inutile, et il parlait des biocarburants. Donc ça, c'est le côté que je vais montrer qu'on a examiné dans notre modèle bioéconomique. L'autre angle qui est très important, mais qu'on n'a pas intégré dans ce modèle, c'est que ici, on a une biodiversité qui est complètement extérieure en fait à l'agriculture. Or, comme vous le savez certainement mieux que moi pour beaucoup d'entre vous, un niveau élevé de biodiversité peut avoir un effet positif sur le rendement agricole, et en fait, tout dépend un peu de la manière de cultiver. Il y a plusieurs voies d'intensification possibles, et on peut chercher une intensification agroécologique où on va s'appuyer sur les services fournis par les écosystèmes pour améliorer la productivité. De plus, dans le modèle, bon, on regarde un impact négatif sur la biodiversité dans l'hectare même où c'est produit, alors qu'on sait aussi que l'intensification industrielle peut aussi créer des dommages qui s'étalent plus largement que sur l'hectare où on a cultivé, et qui peuvent faire des problèmes sur plus de choses que juste un niveau de biodiversité. Voilà, donc nous, notre contribution, elle est hyper simple en économie. Notre but, c'était d'essayer de faire quelque chose qui serait hyper clair pour les écologues, mais en fait, je pense que dès lors qu'on met un minimum de modélisation économique, c'est pas si évident que ça. Donc, je ne sais pas si notre papier a apporté tant que ça, mais bon. L'idée est toute simple. Alors, je ne sais pas qui d'entre vous a déjà vu des graphiques offre-demande dans sa vie antérieure, dans des cours quelque part. Donc, ici, c'est un graphique qui montre la quantité et les prix. Donc, la demande d'un bien, elle diminue avec les prix. C'est-à-dire que si c'est pas cher, les gens sont prêts. Si c'est pas cher, les gens sont prêts à en acheter beaucoup. Et si c'est cher, les gens sont prêts à en acheter moins. L'offre, elle augmente avec les prix. Si les gens sont pas payés beaucoup, ils en produisent pas beaucoup. Si c'est payé plus, il y a plus de gens qui seront prêts à en produire. Et donc, ce qu'on dit dans ce papier, c'est que si on choisit de produire de manière… Enfin, les modes actuels de production intensive sont plus rentables parce qu'ils sont basés sur des intrants chimiques qui sont peu chers. Ce sont aussi des politiques qui ont été très soutenues par les politiques publiques, etc. C'est bien qu'actuellement, la même quantité, elle peut être produite à moins cher si on est dans un mode intensif que si on est dans un mode extensif. Et dans ce cas-là, si on compare leurs deux situations un peu imaginaires d'un monde que extensif ou que intensif, si on bascule du monde extensif au monde intensif, on va avoir ce fameux effet rebond dont parlait Ben Fallan dans son commentaire. C'est-à-dire que l'équilibre du marché qui s'établit au croisement de l'offre et de la demande va changer de cet équilibre ici à cet équilibre-là. Et ce qui n'est pas pris en compte en fait dans le modèle d'écologie, c'est qu'il n'y a pas un niveau donné de production auquel on doit répondre, c'est que la consommation, elle s'adapte selon les prix. Et donc ici, ce qu'on montre, c'est que si on passe à une agriculture intensive, on produira plus et à moins cher. Donc ça veut dire que l'effet sur la biodiversité, il ne va pas être aussi bon que celui qui était prédit par le modèle d'écologie. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir leur fameuse relation convexe biodiversité-rendement pour préférer le land sharing. Même avec une relation convexe, on peut préférer le land sharing dans plein de situations. Et que par contre, il y a un trade-off, un compromis entre le fait que si on passe à l'agriculture extensive avec ce modèle-là, on peut être mieux pour la biodiversité plus facilement, mais par contre au prix d'un prix plus élevé pour les consommateurs. Voilà. Et ici, j'ai montré l'exemple d'une demande qui change beaucoup avec les prix. En fait, on sait qu'en agriculture, on s'attend à ce que les demandes réagissent peu aux prix et les offres aussi. Mais on a fait des simulations qui montraient que même avec des fonctions de demande très verticales et des fonctions d'offres très verticales aussi, on arrivait à montrer que les résultats initiaux du modèle de Green et al. Pouvaient être renversés dans pas mal de situations.
Voilà. Après, donc, si on en revient à l'idée de Ben Fallan, lui dit oui, oui, mais justement, lui dit, nous, dans notre papier, on dit qu'il ne faut pas laisser les marchés aller à l'équilibre et on dit qu'il faut avoir un zonage des terres pour dire, bah, ici, vous avez le droit de faire de l'agriculture, ici, vous n'avez pas le droit. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire dans un modèle d'économie? Ça veut dire que ici, si j'essaye de dire bah, ma quantité produite, je veux qu'elle soit fixée à un niveau donné et qu'il n'y ait pas le droit de la dépasser. Le problème, et je dis, bah voilà, il y a des hectares, je dis qu'ils ont le droit de produire, d'autres pas. Le problème, c'est que on a alors une différence entre le prix que sont prêts à payer les consommateurs qui est ici. Et en fait, la courbe d'offre, elle représente le coût du dernier producteur qui est prêt à entrer. Ici, le dernier producteur, il a un coût qui est plus faible que le prix. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a plein de producteurs, si le prix est celui-là pour le bien, il y a plein de producteurs qui seraient prêts à entrer sur le marché. Donc, en fait, c'est des politiques qui sont hyper compliquées à mettre en œuvre parce qu'il faudrait des mesures très fortes de contrôle de tout le monde, de vérification, etc. Et pour empêcher que des gens aient envie de produire alors qu'on ne veut pas qu'ils produisent. Et ce serait encore plus compliqué en agriculture intensive parce que là, d'autant plus, il y a encore plus de monde qui aura intérêt à produire. Donc, en fait, ce qu'on dit, c'est que bah, on ne voit pas de solution simple pour que le land sparing puisse se mettre en place, en plus au niveau mondial, et qu'on arrive à vraiment restreindre les terres dédiées à la production et laisser plus d'espace pour la biodiversité. Et l'autre chose qu'on a regardé en faisant une petite extension, c'est qu'on peut aussi se demander c'est quoi donc, dans notre modèle où nous, on dit la demande va réagir au prix, c'est quel type de demande qui va être le plus affecté par une augmentation des prix qui serait liée au fait qu'on passe à l'agriculture extensive. Et en fait, si on distingue 3 grands types de demandes, la demande de biocarburants, actuellement, elle ne change presque pas avec les prix parce que la plupart est dictée par des politiques gouvernementales qui disent il faut tant de % d'incorporation de biocarburants dans l'essence. Donc, en fait, ça réagit très peu au prix. Ce qui est alimentaire hors produits animaux, en fait, ben, on a tous besoin de manger, donc ça ne réagit pas tant que ça au prix. Et que c'est finalement quand même la demande pour l'alimentation animale qui risque d'être le plus affectée et de plus se réduire, mais sachant qu'actuellement, en tout cas au niveau global, on consomme trop de production animale. Voilà, donc ça, c'est de manière très résumée le genre d'idée qu'on a voulu amener dans ce premier papier sur le fait de montrer que dès lors qu'on se place avec un cadre économique aussi ou un niveau de production objectif qu'on veut viser à atteindre, ça n'existe pas. On voit que les conclusions du modèle initial d'écologie peuvent être renversées. Mais il y a eu aussi beaucoup de critiques sur ce modèle par rapport à la modélisation trop simple de la biodiversité dont je vous parlais et du fait que ça ne puisse pas en fait prendre en compte la possibilité d'une intensification agroécologique de la production. Et je passe maintenant au deuxième papier, donc, qui est plus, comme je disais, la spécialité d'Alison Loconto, visant à retracer la controverse autour du land sharing et du land sparing. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cet article initial de Green et al., qui avait ce modèle simple et facile à comprendre et en fait qui promeut une option d'économie des terres qui va dans l'intérêt de plein de gens, a eu un impact hyper important parce qu'il y a aussi eu des gens qui se sont investis pour promouvoir une vision réductrice de ce qu'ils promouvaient. Et donc, ce qu'on a cherché à faire dans ce deuxième papier, c'était de retracer cette controverse pour comprendre comment ce concept s'est développé au fil du temps, comment il a été repris par les entreprises, par les standards de durabilité, etc. Donc, juste de manière très simple, si on fait une analyse rétrospective, en fait, la généalogie du concept, on la trouve dans un papier de Norman Borlaug, le père de la Révolution verte, en 1987, dans un tableau, en fait, où il a une colonne qui s'appelle « Surface économisée par augmentation du rendement ». Donc, c'est vraiment très lié à toutes les approches promouvant une intensification de l'agriculture par la Révolution verte, en fait, cette histoire de land sparing.
Dans le papier, on a aussi cherché à regarder, alors je ne suis pas hyper convaincue par le résultat qu'on a trouvé, même si je pense que c'est un point hyper important dans ce débat-là, donc je vous en parle quand même, c'est que en fait, les approches de land sparing et de land sharing promeuvent deux imaginaires très différents de l'interaction entre les humains et la nature. Et en cherchant à connecter avec des termes qui étaient avancés dans un papier qui parlait des concepts normatifs en conservation, on a essayé de montrer dans quelle mesure ce à quoi on s'attendait, c'était que les papiers académiques promouvant plus des approches de land sparing soient proches de termes qui vont avec la vision philosophique que la culture sépare l'homme et la nature et que, en raison de ses pratiques culturelles, l'homme altère le caractère sauvage et la pureté de la nature, donc la vision vraiment d'une nature en dehors de l'homme, et qu'on s'attendait à ce que le land sharing, on le retrouve plus dans les articles académiques avec des termes qui vont avec le fait que les humains font partie de la nature, que les approches de conservation, c'est aussi de comprendre la santé des écosystèmes, les services écologiques et d'adapter les économies humaines aux exigences écologiques. Voilà, donc en fait, ça, on l'a trouvé plus ou moins, mais pas hyper clairement, mais je pense qu'en creusant un peu plus, ça doit être possible de le montrer un peu mieux parce que ça reste quand même, à mon avis, quelque chose qui est assez vrai, en fait. Voilà, mais après, toute la question, c'est qu'est-ce que c'est devenu après en dehors de la communauté scientifique? Et là, ce qu'on voit, c'est que quand on regarde les rapports de responsabilité sociale et environnementale des industriels, c'est les termes de land sparing qui sont les mieux positionnés dans le discours de l'industrie. Donc, sans rentrer dans les détails de ce qu'on a fait, je vais juste vous le montrer avec deux exemples. Le premier, qui est hyper parlant, c'était du temps où Monsanto existait encore, en 2015. Dans son rapport de durabilité, ils avaient une page « Préserver la biodiversité, partager la planète » où ils résumaient ça à « plus de nourriture sur moins de terre ». Donc là, c'est vraiment la vision hyper réductionniste du land sparing où on arrive à expliquer que l'agriculture intensive, ça préserve la biodiversité, quoi. L'autre exemple, c'est Nestlé qui a développé un outil de mesure des performances environnementales des produits. Donc pour voir si les produits ont plus ou moins d'impact. Donc là, vous ne voyez pas très bien, mais en fait, les items qu'ils ont, c'est émissions de gaz à effet de serre, énergie non renouvelable, consommation d'eau douce, utilisation de terre et qualité des écosystèmes. Et en fait, ici, on voit que pour leur utilisation de terre, c'est une mesure en mètres carrés par an. Donc, c'est-à-dire que ici, on se demande même plus si les mètres carrés sont intensifs ou extensifs, comment ils sont cultivés. En fait, il y a juste l'idée d'utiliser le moins de terre possible, mais alors il peut se passer n'importe quoi sur la terre qu'on utilise pour l'agriculture, ça n'est pas pris en compte dans l'analyse. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on regarde les standards de durabilité, et ben, en fait, là aussi, c'est les termes de land sparing qui sont un peu plus fréquemment utilisés que les termes de land sharing. Donc, pareil, je ne vais pas vous le montrer en essayant de rentrer en détail dans notre analyse, mais plutôt à partir d'un exemple qui est celui que vous connaissez peut-être, c'est le label Rainforest Alliance, qui n'est pas hyper connu en fait en France, qui est plus utilisé ailleurs, qui est un standard de durabilité qu'on peut trouver sur des produits alimentaires qui promeut le fait qu'on sauve la forêt vierge. Et en fait, c'est un standard qui a été très critiqué pour le fait que c'était un peu du greenwashing, parce que en fait, quand on regarde en détail la manière dont ce standard est mis en œuvre, ça a été analysé dans un article de Sylvaine Lemeilleur avec des collègues en 2015. On voit que finalement, l'objectif principal des producteurs de chocolat, c'est d'augmenter les rendements en supervisant, en entraînant, en donnant des conseils aux agriculteurs pour assurer la production de cacao qui est leur objectif. Et qu'en fait, quand on regarde en détail les cahiers des charges de ce standard, il est surtout beaucoup question d'intensifier la production. Donc, sous couvert de dire au consommateur qu'il fait un acte pour la planète en achetant le produit, en fait, des fois, c'est pas toujours très clair dans les standards. Il peut aussi y avoir la promotion de logiques productivistes qui sont vraiment dans l'idée du land sparing.
Et alors, si on rentre un peu plus dans l'analyse, on a aussi regardé dans le papier. Donc ça, c'est vraiment les techniques de sociologie des sciences. Donc là, ici, on voit un peu rien, mais là, ce qu'a fait Alison, c'est en fait, on a constitué une base de données des articles scientifiques qui parlaient du land sharing et du land sparing, soit directement, soit autour de termes plus larges qu'on a définis. Donc, en fait, toutes les approches aussi plus agroécologiques, même si ce n'est pas directement avec les termes land sharing, land sparing, on les a. Et en fait, après, regarde toutes les collaborations entre les scientifiques dans ces publications, etc. Et ici, ce qu'on montre, c'est que il y a des clusters moins denses pour les… je crois que c'est le contraire normalement. Il y a des clusters. En fait, il y a des réseaux plus denses pour les auteurs du land sparing qui travaillent plus ensemble, alors que land sharing, ça va être un peu plus éclaté, moins organisé. Ce qu'on montre aussi, c'est que les scientifiques qui travaillent sur ces sujets sont clairement groupés dans des instituts de recherche qui collaborent. Donc, il y a vraiment des endroits qui vont travailler sur le land sparing, des endroits sur le land sharing. Instituts de recherche qui sont aussi liés par des financeurs communs. Et que quand on regarde les financements, en fait, les clusters de land sparing sont mieux positionnés en termes d'accès à des financements. Parce qu'on voit qu'ils ont accès à des sources de financement qui sont plus récurrentes, etc. Donc, ils sont mieux positionnés pour travailler sur ces sujets-là. Sachant que la plupart des financeurs, donc c'est les financeurs qu'on trouve sur les publis, hein, la plupart des financeurs sont publics, et il y a quelques alliances sciences-industrie avec des financements par des fondations, type la fondation… Alors, mes trucs ont un peu bougé. Il y a la fondation Gates, la Bill et Melinda Gates ou des choses comme ça. Voilà. Et donc, en fait, en conclusion de tout ça, ouais, c'est ma dernière diapo. Ceci montre l'intérêt de développer des modèles interdisciplinaires dès le départ, parce qu'en fait, ce qu'on voit dans le modèle de départ de Science ici, c'est qu'il avait déjà plein de limites qui étaient liées au fait de ne pas connaître soit le côté économique, soit le côté agroécologique, etc. On voit que les réseaux qui produisent de la connaissance pour les deux parties du débat sont séparés et sont en conversation principalement via la controverse. Le groupe de land sparing dispose de réseaux plus étroitement liés et mieux financés. Il y a des relations conceptuelles entre la terminologie du land sparing et les approches de responsabilité sociale et environnementale de l'industrie, ainsi que les normes de durabilité. Les approches de land sparing et de land sharing promeuvent deux imaginaires très différents de la manière dont les hommes interagissent et devraient interagir avec la nature. Et la conclusion un peu forte en fait du papier, c'est que plutôt qu'un outil objectif pour tester des hypothèses, les modèles et les discours utilisés pour justifier les résultats sont de véritables outils politiques qui peuvent contribuer à promouvoir des visions spécifiques du monde. Voilà, je m'arrête là.